Jean-Marc Fesneau. Bonjour. C'est aujourd'hui que les travaux pour la construction d'une retenue d'eau, qu'on appelle aussi une méga-bassine, doivent reprendre à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Après les violentes manifestations du week-end dernier, les opposants au projet ont prévu de se rendre à nouveau sur place aujourd'hui. Est-ce que vous redoutez de nouveaux débordements ? Écoutez, comme on l'a vu ce week-end, même si c'était une minorité, d'autres militants étaient plus pacifiques. On a constaté quand même ce week-end un certain nombre d'actes de violence à l'endroit, en particulier des forces de l'ordre, que je veux saluer parce qu'elles ont été soumises à rude épreuve. Une soixantaine de blessés. Une soixantaine de blessés. Les images parlent d'elles-mêmes sur les attitudes d'un certain nombre de manifestants. Donc forcément, on redoute ce genre de moment et en même temps, sous l'égide de la préfète, qui a fait un travail remarquable, de faire en sorte que Force reste à la loi, puisque c'est un projet qui est autorisé, qui a passé toutes les étapes des autorisations, et qui, sur bien des domaines, est un projet vertueux, parce qu'il engage les agriculteurs à mieux raisonner leur cycle de l'eau. Donc j'espère que la raison l'emportera. L'un des reproches que font les adversaires de ce type de projet de retenue d'eau, c'est que ça ne prend pas en compte la nécessité, au fond, de changer notre type de production agricole, notre agriculture, au sens large même, pour s'adapter au changement climatique. Est-ce que cet argument est recevable ? Mais c'est exactement l'inverse, en fait. Parce que ce projet, il vise à tenir compte d'un cycle de l'eau qui est devenu arythmique, qui va être de plus en plus arythmique. La quantité d'eau qui va tomber sur le sol des Deux-Sèvres, comme partout en France, c'est à peu près la même. L'idée, c'est simplement de prélever l'eau au moment où elle est la plus prélevable, c'est-à-dire en hiver et en fin d'automne, début d'hiver, pour faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de prélever l'eau au moment où on en a besoin pour l'agriculture, mais au moment où elle est plus rare, c'est-à-dire en été. Donc ce projet-là, il vise à éviter qu'on fasse... De quelle situation on parle ? On parle aujourd'hui d'une situation où il y a une grande partie de l'eau qui est prélevée par voie de forage dans la période estivale, qui est la période la plus tendue, y compris pour l'eau potable, y compris pour l'étiage des cours d'eau. Et tous ces éléments sont des éléments importants. Et donc, premier élément, c'est un projet ce sont des projets qui visent à mieux utiliser l'eau dans les périodes et mieux la prélever dans les périodes où il y en a suffisamment, pour pas dire trop, d'une certaine façon. Deuxième élément, il y a un engagement des agriculteurs à un volume d'eau qui est moins important en termes de prélèvement et qui sera contrôlé par l'État. Et puis, troisième élément, les engagements qui sont pris sur la réduction d'un certain nombre de produits phytosanitaires. C'est un débat important puisqu'il faut que nous soyons sur cette trajectoire-là. Et donc, sur plein de points de vue, d'ailleurs, ça a été dit par toutes les études, c'est un projet qui montre la volonté de mieux gérer l'eau et de mieux gérer les produits phytosanitaires. Les coups d'éclat de groupes ou de groupuscules écologistes se multiplient depuis quelques jours en France et ailleurs dans le monde. Et on voit maintenant la mode du collage. Les militants se collent à des voitures, à des statues, à des murs de musées. Cette mobilisation, on l'a vu, a pris une forme particulièrement violente à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Est-ce que vous croyez que nous soyons entrés dans une nouvelle ère du combat écologiste, une ère, au fond, violente ? Mais c'est un peu la crainte que j'ai, c'est pour ça que je le dénonce, que je pense que le combat le combat écologiste est un combat qui est sain. Et à vrai dire, dans les années 70 ou 80, il y a un certain nombre de figures écologistes qui ont porté des combats qui n'ont pas été inutiles. Mais dès lors que vient s'introduire la question de la violence et du non-respect des règles et des lois, vous voyez bien que devant l'opinion publique, vous posez un problème qui est celui de la légitimité des actions. Et donc, je pense que ça nuit à la cause, pour tout vous dire. Parce que si vous ouvrez la boîte du fait qu'on peut s'abstraire des règles de droit, ceux qui sont les opposants à telle ou telle action vont pouvoir eux aussi s'abstraire des règles de droit. Ceux qui voudraient créer telle ou telle réserve d'eau en s'abstrayant des règles de droit, ceux qui voudraient ne pas respecter les normes de tel ou tel projet ou de tel ou tel produit. Et donc, quand vous commencez à dire, et ce qu'on appelle sous le concept, mais qui est fallacieux pour moi, de désobéissance civile, vous introduisez l'idée que la loi n'est pas l'élément... Qu'il y a des causes supérieures qui permettent de s'affranchir de la loi. Mais à ce moment-là, vous aurez des gens qui vous expliqueront qu'ils ont le droit, qu'ils vont faire des forages, ça existe dans certains pays sauvages, parce que après tout, la cause supérieure, c'est la cause supérieure qui est la leur et pas la cause supérieure de l'intérêt général. Et donc, je trouve que se glisser dans ces interstices-là, qui est celui de ma cause est supérieure au reste de l'intérêt général, et de ce point de vue-là, je peux m'abstraire des règles de droit, et à la vérité, un certain nombre d'entre eux sont parlementaires. À quoi ça sert de voter la loi si on passe son temps le week-end à dire qu'il ne faut pas la respecter ? Donc, poser le principe du respect de la loi, c'est un principe pour moi essentiel. Est-ce que vous parleriez, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'écoterrorisme ? Il emploie les mots qui sont les siens, mais à la vérité, quand vous regardez les actions... Oui, mais je vous demande au fond si vous pourriez les reprendre. Oui, mais pour une raison simple, il me semble que ça peut faire écho, pour dire les choses très clairement, parce que je trouve que cette manière
de venir en masse pour un certain nombre d'entre eux avec une volonté simple, qui est une volonté de violence. Moi, j'ai eu un certain nombre d'agriculteurs dans ces territoires-là qui craignaient, y compris pour leur propre sécurité. Et de ce point de vue-là, les mots qu'emploie Gérald Darmanin ne sont pas faux. Alors, je ne fais pas d'amalgame entre toutes les formes d'action. Il y a des formes d'action pacifistes. Mais ce que j'ai vu ce week-end, c'est des gens qui essayaient de répandre à travers les champs, à travers parfois la menace ou le risque de menace sur un certain nombre de biens et de personnes. Des menaces qui sont de cet ordre-là. Vous êtes, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. D'ailleurs, les intitulés des ministères sont particulièrement travaillés. Est-ce que la France a les moyens de bâtir une pleine et entière souveraineté alimentaire? Elle a les moyens de le faire sous réserve que nous nous inscrivions résolument de ce que sont les grands dérèglements du monde, dérèglements climatiques, dérèglements géopolitiques, parfois dérèglements économiques. Nous sommes souverains sur des grandes productions que sont le lait et les grandes cultures, en particulier les céréales. En revanche, nous avons besoin de reconquérir une souveraineté. Par exemple, je pense aux fruits et légumes. On a lancé un plan souveraineté qui va viser à retrouver la souveraineté que nous avons perdue, puisque 50% des fruits et légumes consommés en France ne viennent pas de producteurs français. Et donc les moyens, c'est des moyens d'investissement, l'innovation et la recherche, la capacité d'adaptation qu'on va donner et qu'il faut donner aux agriculteurs, parce que tout ça n'est pas simple, pour leur donner la capacité à continuer à produire. La question de l'accès à l'eau est un élément essentiel. Il y a beaucoup de maraîchers cette année qui se sont trouvés dans la situation de ne pas pouvoir produire parce qu'ils n'avaient pas l'accès à l'eau. Donc, il faut qu'on les mette en situation, par le soutien à l'investissement, par le soutien à l'innovation, de pouvoir se confronter à la souveraineté. Parce que l'alimentation, on l'a vu encore ce week-end avec les décisions de M. Poutine, ça redevient une arme. Est-ce qu'on peut craindre des manques, voire des pénuries de produits alimentaires dans les mois qui viennent? Non, fondamentalement non. Le risque simplement, il y a des producteurs, il y a la capacité à produire. Le risque principal, c'est un risque sur les prix. C'est-à-dire que la rémunération n'étant pas au rendez-vous, je pense au lait en particulier, les producteurs décident de ne plus vendre, ou les transformateurs décident de ne plus transformer. C'est tout le combat que nous menons au travers des deux lois qui ont eu lieu, qui sont les lois Egalim, pour faire en sorte qu'il y ait de la rémunération. La rémunération, c'est un élément de la souveraineté. Si vous ne payez pas à son juste prix les produits agricoles et les produits alimentaires, à ce moment-là, vous prenez un risque sur votre souveraineté et de rupture de chaîne. Mais ça n'est pas une rupture liée aux productions primaires, c'est une rupture liée à l'équilibre économique de ces filières. Le président de la République a annoncé en fin de semaine dernière un plan pour lutter contre les incendies de forêt qui, on s'en souvient, ont fait d'immenses dégâts l'été dernier. Ça passera notamment par l'augmentation du nombre de canadaires qui iront, enfin, il y en aura 16 au lieu de 12, et un certain nombre seront renouvelés, le parc sera rajeuni. Il sera également, la mise en place est prévue d'une météo des forêts. De quoi va-t-il s'agir? Il s'agit de faire en sorte que nous puissions en permanence connaître l'état des sols, l'état de sécheresse, pour éviter que des départs d'incendie ne se produisent sans crier gare, si je peux dire. C'est-à-dire de vérifier l'état hydrique. Mais comment ça va se faire, ça? C'est une méthode scientifique ou c'est du contrôle humain? C'est méthode scientifique et contrôle humain, mais c'est d'abord méthode scientifique, parce que les données Météo France sont des données très précieuses. Compléter des données parfois d'un certain nombre d'agents forestiers, des agents de l'ONF ou des agents qui travaillent dans les forêts privées. On a besoin effectivement de mieux savoir ce qui se passe en période estivale pour mieux prévenir. C'est un élément de diagnostic qui permet après de mieux agir et de mieux anticiper, parce qu'on sait qu'un feu, quand il est pris dans le premier quart d'heure, on a de grandes chances de pouvoir le maîtriser. Et quand il est beaucoup plus avancé, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser. On l'a vu d'ailleurs cet été. Merci Marc Fesneau, bonne journée. Merci à vous.